Mes amis, fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans une vaste plaine au lever du soleil. L'air est encore frais et humide, la brume rampe au ras du sol, et devant vous s'élève une montagne qui semble infranchissable. Cette montagne, c'est la peur. Certains ont tourné les talons dès la première bourrasque de vent froid. D'autres ont planté leurs pieds, mais sont restés paralysés. Et quelques-uns, très peu, ont commencé à grimper, même sans voir le sommet. Pendant des décennies, j'ai cherché à comprendre pourquoi ces quelques-uns réussissaient à avancer, tandis que la majorité restait immobile. J'ai découvert que ce n'est ni la force physique, ni la chance qui détermine le résultat. C'est la qualité des pensées que vous permettez de régner dans votre esprit. La peur, dans sa forme la plus pure, est simplement une anticipation de la douleur ou de la perte. Elle n'a ni masse, ni substance propre, elle vit de l'énergie que nous lui donnons. Lorsque nous la nourrissons de doutes, et si j'échouais, et si on se moquait de moi, elle grandit et devient un géant qui bloque la route. Mais lorsque nous l'affrontons à la lumière d'un but ardent, nous voyons qu'elle n'est qu'une ombre projetée par nos suppositions. Moi-même, j'ai passé des semaines sans assez d'argent pour payer mon loyer, me demandant si tous mes travaux de recherche sur le succès allaient se terminer en échec. C'est dans cette vallée d'incertitude que j'ai découvert une vérité simple. Si je parvenais à organiser mes pensées dans une seule direction, la peur reculerait comme la brume se dissipe sous le soleil. Pensez au grand réalisateur. Quand Henry Ford a annoncé qu'il lancerait un moteur 8 cylindres monobloc, quelque chose que les ingénieurs considéraient comme impossible, il a entendu des rires et des prédictions de faillite. Mais Ford gardait une image mentale si vive du résultat que, pour lui, l'impossible n'était qu'une opinion extérieure, pas un fait. Cette clarté de vision fonctionne comme une torche allumée. Elle éclaire la prochaine étape et affaiblit les fantasmes catastrophiques que la peur murmure. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes sans objectif précis sont les plus susceptibles d'abandonner. Sans cap, la moindre brise se transforme en tempête. Aujourd'hui, je vous invite à examiner la peur comme un chimiste examine une substance en laboratoire, en la séparant en ses composants. Incertitude, manque de connaissances, souvenirs d'échecs passés et influence d'opinions négatives. En identifiant chaque ingrédient, vous vous rendrez compte que tous peuvent être neutralisés par des antidotes pratiques. Clarté du but, autosuggestion positive, action planifiée, soutien d'esprits alliés et capacité à transformer les échecs en données. Ces 5 antidotes formeront le cœur de notre conversation. Avant de nous plonger dedans, posez-vous 2 questions cruciales. Que ferais-je si j'avais la garantie du succès? Et quelle peur m'empêche d'essayer maintenant? Écrivez les réponses. Vous verrez que la peur aime rester vague. Lorsque nous la rendons spécifique et que nous la mettons sur papier, elle rétrécit. Dans quelques instants, nous explorerons chaque principe que des hommes et des femmes extraordinaires ont utilisé pour conquérir des montagnes bien plus hautes que les vôtres ne le semblent aujourd'hui. Mais rappelez-vous, tandis que nous avançons, la peur ne subsiste que là où il manque de but. Et votre plus grande victoire commence par la décision consciente de prendre le contrôle de votre propre esprit. Commençons par le fondement qui rend la peur sans importance, un but précis qui brûle au centre de votre esprit, comme un phare constant. Imaginez que vous naviguez en haute mer par une nuit sans lune. L'obscurité absolue invite à l'anxiété. Chaque vague semble cacher un rocher invisible. Maintenant, visualisez la même scène, mais avec un phare lointain projetant sa lumière rythmique à l'horizon. Soudain, ce qui était une obscurité menaçante se transforme en route fiable. Il en va de même pour le but. Il n'enlève pas les vagues, mais il oriente votre voile avec une telle clarté que la panique se dissipe. Pour illustrer cela, voici l'histoire de Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Avant de créer une entreprise milliardaire, elle vendait des fax porte-à-porte à Atlanta. Il faisait chaud. Elle entendait « non » des dizaines de fois par jour, et l'échec semblait une ombre derrière chaque coin de rue. Un après-midi particulièrement difficile, assise dans sa voiture, elle a écrit en gros caractères « Mon but est de donner du pouvoir aux femmes, en commençant par moi. En transformant un objectif flou, je veux m'enrichir, en une mission cristalline. Je veux que les femmes se sentent confiantes dans leur corps. » Elle a remplacé la logique de la peur par la logique de l'utilité.
Elle se levait à 5 heures du matin pour étudier les brevets de lingerie et réservait 15 minutes le soir pour visualiser ses pièces sur les étagères des grands magasins. Cette pratique quotidienne de visualisation n'était pas une rêverie mystique, mais un conditionnement mental. La répétition créait des sillons neuronaux qui glissaient naturellement vers l'action. Faites de même maintenant. Prenez du papier et un crayon. Ne vous fiez pas à une application et décrivez en une phrase ce que vous voulez vraiment créer dans le monde, comme si vous parliez à un enfant de 8 ans. Évitez les verbes génériques comme « améliorer » ou « essayer ». Optez pour des déclarations directes. « Je vais développer un cours qui enseigne aux jeunes à investir de manière éthique » ou « Je veux ouvrir une boulangerie artisanale qui apporte de la communauté à mon quartier ». Ensuite, notez 3 raisons pour lesquelles le monde bénéficiera si vous accomplissez cette mission. Cette étape est vitale, car votre cerveau répond plus rapidement aux stimuli altruistes qu'aux simples gains personnels. Il a été biologiquement calibré pour trouver un sens au service. Lorsque l'esprit perçoit une valeur au-delà du propre ego, la peur perd sa justification logique. Après tout, reculer maintenant signifie priver les autres du bénéfice que vous pouvez offrir. À ceux qui pensent que définir un but est un privilège de ceux qui ont déjà du temps ou de l'argent, je rappelle le parcours de Viktor Frankl, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Il est entré à Auschwitz avec le manuscrit d'un livre caché dans son manteau. Les gardes l'ont pris et l'ont jeté au feu. Au milieu de la faim et des maladies, Frankl a décidé que son but serait de réécrire mentalement chaque page volée pour, s'il survivait, publier une œuvre qui donnerait un sens à la souffrance humaine. Cette flamme intérieure l'a maintenu debout, alors que beaucoup succombaient émotionnellement. Des décennies plus tard, « Demain, je serai heureux » est devenu un classique qui a sauvé d'innombrables vies du désespoir. Si un but a pu résister aux horreurs de la guerre, imaginez ce qu'il peut faire contre vos peurs quotidiennes. Pour solidifier cette boussole, transformez votre phrase de but en une affirmation matinale. Placez-la sur le miroir de votre salle de bain ou sur l'écran de verrouillage de votre téléphone et lisez-la à haute voix tous les jours. Ne vous inquiétez pas si cela semble étrange. Les premières fois sont toujours artificielles. En persistant, vous graverez la déclaration dans votre subconscient, qui commencera à filtrer les opportunités, les personnes et les idées cohérentes avec l'objectif. Les scientifiques appellent cela le système d'activation réticulaire, un mécanisme qui met en évidence dans l'environnement ce que votre esprit considère comme prioritaire. C'est ce radar interne qui vous fera remarquer un article caché sur les brevets, vous rappellera d'appeler ce vieil ami qui travaille dans une chaîne de magasins, ou vous fera réaliser qu'un podcast mentionne exactement le problème que votre offre résout. Je conclus cette première étape en vous rappelant qu'un but n'est pas une destination fixe, mais une étoile guide. Il peut évoluer au fur et à mesure que vous grandissez, mais il ne peut jamais être externalisé. Personne ne peut vous le donner tout fait, car il naît de l'intersection entre vos talents, vos souffrances et les besoins du monde. Lorsqu'il sera clair, utilisez-le comme une lentille pour prendre des décisions. Si quelque chose vous rapproche de votre mission, avancez. Si cela vous éloigne, refusez. En agissant ainsi, la peur se réduira à un bruit de fond, sans pouvoir réel sur vos choix. Maintenant que nous avons établi le but comme votre ancre mentale, explorons le deuxième point, qui est la maîtrise du dialogue intérieur. Rien ne sabote plus les rêves qu'un esprit mal géré. La peur commence rarement par une menace réelle. Elle commence par une pensée. Et les pensées, lorsqu'elles sont répétées sans filtre, se transforment en croyances. La bonne nouvelle est que vous avez une autorité totale sur ce qui se répète à l'intérieur. La mauvaise nouvelle ? La plupart des gens externalisent ce pouvoir au hasard, à l'opinion des autres ou à la peur non analysée. Imaginez que votre esprit est un théâtre et que, chaque jour, différents personnages montent sur scène, la voix du doute, celle de l'enthousiasme, celle de la critique, celle de l'espoir, celle de la comparaison. Si vous ne choisissez pas consciemment quel scénario sera mis en scène, la peur s'assiera sur la chaise du metteur en scène. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent avant même de commencer. Elles croient au premier murmure négatif qu'elles entendent dans leur tête. Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas assez bon. On a déjà essayé ça. Ces phrases ne sont pas des prophéties. Ce ne sont que des pensées. Et les pensées peuvent être remises en question, réécrites, remplacées.
Prenons l'exemple de Jim Carrey. Avant d'être célèbre, il conduisait jusqu'aux collines d'Hollywood, garait sa voiture et passait des heures à s'imaginer engagé pour de grands films. Il est allé jusqu'à s'écrire un chèque de 10 millions de dollars, daté de 5 ans plus tard, pour service rendu en tant qu'acteur. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'entraînement mental. Il a utilisé l'imagination répétée comme outil de programmation de son propre cerveau. Lorsque vous répétez mentalement un scénario positif avec une intensité émotionnelle, votre système nerveux commence à l'accepter comme familier, et ce qui est familier devient moins menaçant. En pratique, voici ce que vous pouvez faire. Identifiez les 3 pensées les plus fréquentes qui vous viennent à l'esprit lorsque vous vous apprêtez à tenter quelque chose d'important. Peut-être « je vais échouer »,« on va me juger » ou « c'est trop difficile pour moi ». Ensuite, écrivez une phrase de remplacement pour chacune d'elles, quelque chose que vous pouvez répéter avec conviction. Par exemple, « je vais échouer » peut devenir « j'apprendrai vite car je suis engagé ». « On va me juger » se transforme en « les opinions des autres ne changeront pas mon destin ». Le but n'est pas de vous mentir à vous-même, mais de créer des affirmations stimulantes et crédibles. Des phrases qui vous poussent à aller de l'avant, pas qui vous bloquent. Un autre exercice puissant est celui du miroir. Chaque jour, regardez-vous dans les yeux et dites vos affirmations à haute voix. Cela peut sembler inconfortable au début. Mais qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Se confronter à la vérité ou vivre une vie en deçà de son potentiel? Les mots dits avec émotion prennent racine dans le subconscient. Et le subconscient est le moteur invisible de presque tout ce que vous faites. De nombreux athlètes olympiques utilisent cette technique. Ils ne s'entraînent pas seulement physiquement. Ils s'entraînent mentalement avec des visualisations quotidiennes de la victoire. Michael Phelps, par exemple, imaginait chaque détail de la course, du coup de pistolet au moment où il toucherait le bord de la piscine. Lorsque la réalité est arrivée, son corps a simplement suivi le scénario déjà écrit dans son esprit. Vous pouvez faire de même avec votre prochaine réunion importante, votre présentation, votre lancement, votre conversation difficile. La répétition mentale n'élimine pas la peur, mais réduit son intensité à un niveau gérable. Si vous voulez neutraliser la peur, vous devez prendre les rênes de votre théâtre mental. Choisissez quelles pensées seront les protagonistes. Et rappelez-vous, chaque pensée que vous répétez est une graine. Et, tôt ou tard, cette graine deviendra un comportement. Renforcez les idées qui nourrissent le courage, pas la paralysie. N'attendez pas que la confiance en soi apparaisse spontanément. Construisez-la phrase par phrase, image mentale par image mentale, réponse intérieure par réponse intérieure. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de peur d'apparaître, mais vous pouvez empêcher qu'elles s'installent durablement. Entraînez votre esprit comme un athlète entraîne ses muscles. Ce que vous vous dites en silence a plus de pouvoir sur votre vie que toute opinion extérieure. Maintenant que vous avez un objectif clair et que vous avez appris à maîtriser votre dialogue intérieur, il est temps de mettre cet esprit préparé en mouvement. Car la vérité est simple. La peur se nourrit de l'inertie. Elle grandit dans le silence de l'indécision, dans les couloirs sombres de l'attente éternelle. C'est pourquoi le 3e principe pour surmonter la peur de manière définitive est l'action, mais pas n'importe quelle action. L'action planifiée, divisée en micro-étapes. Imaginez quelqu'un qui souhaite escalader une haute montagne. En regardant le sommet, le défi semble insurmontable. L'esprit panique, le corps se fige. Mais si cette personne concentre son attention uniquement sur la prochaine étape sûre et non sur les 1000 suivantes, la peur diminue. Pourquoi? Parce que l'esprit humain arrive à gérer l'immédiat. C'est l'accumulation de possibilités futures qui l'effraie. Le secret est de transformer un objectif effrayant en un ensemble de tâches si petites qu'il serait presque gênant de ne pas les accomplir. Ce fut la stratégie de Nelson Mandela pendant les 27 ans qu'il a passé emprisonné à Robben Island. Au lieu de se laisser consumer par l'incertitude de l'avenir, il a fragmenté sa mission de libération de l'Afrique du Sud en tâches quotidiennes. Il lisait, il écrivait des lettres, il enseignait à d'autres prisonniers, un pas à la fois. Lorsqu'il est finalement sorti de prison, il avait déjà construit une base mentale, émotionnelle et intellectuelle si solide qu'il était prêt à diriger une nation. Dans votre vie, cette pratique peut commencer aujourd'hui. Prenez cet objectif que vous avez repoussé.
celui qui semble trop grand, trop lointain, et divisez-le en parties plus petites. Si votre objectif est d'écrire un livre, la micro-étape d'aujourd'hui peut être simplement de créer un titre provisoire. Si vous voulez démarrer une entreprise, cela pourrait être de faire une liste de 5 problèmes que vous aimeriez résoudre dans le monde. Peu importe la petitesse, l'important est que ce soit quelque chose que vous pouvez faire maintenant, sans dépendre de conditions idéales. Il existe un concept en neurosciences appelé « biais de progrès ». Il nous montre que, lorsque nous percevons un progrès, même minime, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de l'enthousiasme. Autrement dit, plus vous faites de pas, plus vous vous sentez motivé à continuer. L'action, par conséquent, n'est pas seulement une réponse à la peur, elle est aussi une source de carburant émotionnel. Un exemple contemporain est celui de Mel Robbins, auteur du best-seller « Le pouvoir des 5 secondes ». Elle a créé une technique simple. Dès qu'une idée d'action positive survient, comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et agissez avant que la peur n'entre en scène avec des excuses. Cette méthode simple a aidé des millions de personnes à vaincre la procrastination et la peur. Pourquoi? Parce qu'elle crée une petite fenêtre où la raison agit avant que l'émotion ne réagisse. Vous n'avez pas besoin de grands sauts maintenant. Vous avez besoin d'un pas, un seul, puis un autre, et encore un autre. Mais vous devez commencer. L'esprit est ingénieux. Il essaie de vous convaincre que vous avez besoin d'un plan parfait avant d'agir. Mais la vérité est que les plans s'améliorent en mouvement. Aucun grand inventeur, entrepreneur ou artiste que j'ai étudié n'a attendu le scénario idéal. Ils ont agi, ont fait des erreurs, ont corrigé, ont continué. Edison n'a pas inventé l'ampoule du premier coup. Il a échoué des centaines de fois. Mais chaque tentative était un pas calculé vers la découverte. Utilisez cette philosophie dans votre vie. Transformez chaque action en expérience. Enlevez le poids de la réussite. Concentrez-vous sur le progrès. Et célébrez chaque petite victoire. Après tout, la peur déteste le progrès. Elle ne survit que là où règne la stagnation. Bougez, et elle devra vous courir après. Mais comme elle est lente, elle restera rapidement derrière. Pour vraiment éliminer la peur de votre vie, vous devez entraîner le muscle de l'action. Un muscle se renforce par la répétition. Il n'y a pas d'autre chemin. Penser positivement, visualiser et croire en soi, tout cela aide. Mais sans action, votre esprit reviendra à ses vieux schémas. Et souvenez-vous, un pas, même hésitant, vaut mieux que 1000 intentions parfaites restées sur le papier. Après avoir mis l'action en mouvement, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étonnant. La peur qui semblait insurmontable commence à diminuer. Cela ne signifie pas qu'elle disparaîtra complètement. À certains moments, face à un nouveau défi, une critique inattendue, un résultat décevant, elle tentera de revenir. C'est précisément là qu'intervient le 4e principe, le pouvoir du bon groupe. Car surmonter la peur de manière définitive n'est pas un chemin solitaire. C'est un chemin qui se renforce en présence d'autres esprits alignés. J'ai appelé ce principe le mastermind, et c'est l'un des piliers les plus puissants que j'ai découvert dans toutes mes recherches sur les personnes qui réussissent. L'idée est simple, mais profonde. Lorsque 2 ou plusieurs esprits s'unissent en harmonie et avec un but commun, une 3e intelligence se forme, une force invisible, créative, possédant une sagesse supérieure à la somme des individus. Cette énergie collective non seulement amplifie les idées, mais dissout les peurs. Elle offre des perspectives, du soutien, des solutions et surtout une responsabilité mutuelle. Illustrons cela avec l'histoire de Walt Disney. Lorsqu'il a rêvé de construire un parc où adultes et enfants pourraient s'amuser ensemble, quelque chose que personne n'avait fait auparavant, il a entendu de nombreux non d'investisseurs. Les gens trouvaient l'idée absurde. Mais Disney avait un groupe autour de lui. Des ingénieurs, des scénaristes, des comptables et des artistes qui croyaient au même rêve. Ensemble, ils ont perfectionné chaque aspect du projet, ajusté les budgets, défendu sa viabilité économique et créé un concept qui révolutionnerait le divertissement. C'était son mastermind. Et c'est cette union qui a permis de maintenir la peur d'échouer, la peur de la faillite, à sa place, hors du centre des décisions. Dans votre vie, former un mastermind ne nécessite pas une salle remplie de génies.
Il faut 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous pouvez vous réunir chaque semaine, en personne ou en ligne, pour partager vos objectifs, vos défis, vos progrès et vos apprentissages. Le but n'est pas seulement de discuter, mais de créer un environnement où chaque participant est engagé dans la croissance des autres. Un environnement de confiance, sans jugement, mais avec authenticité. Là, vous vous rendrez compte que vos peurs ne sont pas uniques. Que les doutes que vous cachez sont partagés par d'autres. Et cela seul a un effet thérapeutique et fortifiant. De plus, le groupe sert de miroir. Parfois, vous ne voyez pas les petites victoires que vous avez remportées, mais les autres les voient. Ils vous rappellent d'où vous venez, combien vous avez progressé, combien vous vous êtes déjà montré capable. C'est vital pour éviter que la peur ne vous persuade de faire marche arrière. Car la peur, lorsqu'elle n'est pas combattue, déforme la mémoire et réécrit votre parcours comme une succession d'échecs. Le bon groupe redonne la juste perspective. Un autre avantage est le sentiment d'engagement. Lorsque vous annoncez au groupe que vous allez réaliser une action spécifique d'ici la prochaine rencontre, votre cerveau enregistre cela comme un contrat social. Et le simple fait de ne pas vouloir décevoir les autres peut être la force supplémentaire dont vous avez besoin pour agir, même en pleine incertitude. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Utiliser l'environnement comme levier d'action, c'est ce que font les grands réalisateurs. Vous vous dites peut-être, mais je ne connais personne qui pense comme moi. Pas de problème. Commencez avec une personne. Partagez cette idée avec un collègue, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous ressentez une affinité. Expliquez le but du groupe. Proposez une rencontre hebdomadaire de 30 minutes. Préparez un ordre du jour simple. Sur quoi je travaille? Quelle est ma plus grande peur aujourd'hui? Quelle action m'engage-t-il à réaliser d'ici la prochaine rencontre? C'est tout. Et c'est puissant. Avec le temps, d'autres personnes apparaîtront. Le groupe gagnera en force et en concentration. Et si vous avez déjà un tel cercle, demandez-vous, ces personnes me poussent-elles vers l'avant ou me maintiennent-elles au même endroit? La peur est nourrie par les environnements négatifs. Lorsque vous côtoyez des personnes qui se plaignent, comparent ou critiquent constamment, votre esprit se rétracte. Mais lorsque vous vous entourez de personnes engagées dans l'évolution, votre courage fleurit. Par conséquent, construisez ou renforcez votre mastermind. Utilisez le pouvoir de la collectivité pour éclairer vos angles morts, renforcer vos réussites et protéger votre objectif contre les tempêtes du doute. Car, comme je l'ai déjà dit, la peur se nourrit de l'isolement, mais disparaît en présence d'une véritable collaboration. Nous arrivons maintenant au dernier point, peut-être le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Changez votre façon de voir l'échec. Parce que la peur naît souvent de l'anticipation d'une erreur, d'un échec, d'un faux pas. La plupart des gens ne craignent pas le défi en lui-même, ils craignent ce qui peut arriver s'ils échouent. Ils craignent le jugement, la déception, le sentiment de ne pas être assez bon. Et c'est là que se trouve le piège. Celui qui voit l'échec comme un ennemi inévitable hésite, évite, recule. Mais celui qui apprend à voir l'échec comme une partie légitime et nécessaire du processus gagne une liberté qui effraie la peur elle-même. Thomas Edison, par exemple, a testé plus de 1000 combinaisons de matériaux avant de trouver le filament idéal pour son ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il pouvait continuer face à tant d'échecs, il a répondu calmement « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 manières qui ne fonctionnent pas. » Cette réponse n'est pas seulement une formule toute faite, c'est un modèle de pensée. Edison ne voyait pas l'erreur comme une preuve d'incapacité, mais comme une donnée de recherche. Chaque tentative était une leçon, chaque échec, un pas nécessaire. C'est cette mentalité que nous devons cultiver. Pensez un instant aux enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent des centaines de fois. Ils se blessent les genoux, pleurent, se relèvent, tombent à nouveau. Je n'ai jamais vu un enfant renoncer à marcher parce qu'il n'était pas fait pour ça. Ils n'ont pas ce filtre de jugement que les adultes développent avec le temps. Pour eux, tomber fait partie de la danse de l'apprentissage. Et, curieusement, moins ils se préoccupent de la chute, plus vite ils apprennent à marcher avec assurance. Cela vaut pour tout ce que vous voulez faire dans la vie. Créer une entreprise, apprendre une langue, changer de carrière, améliorer une relation.
La peur de l'erreur paralyse plus que l'erreur elle-même. Une pratique utile que j'enseigne à mes lecteurs et étudiants est d'écrire, chaque fois que quelque chose ne va pas, une seule question. Qu'est-ce que cela m'apprend? Rien de plus. Pas de « pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours ?» ou « est-ce que je ne suis pas fait pour ça ?» Ces questions ne font qu'alimenter le cycle du doute. Mais lorsque vous vous demandez ce que vous pouvez tirer de l'expérience, vous prenez le rôle de chercheur sur votre propre chemin. Vous transformez la douleur en données. L'échec en outil. Tony Robbins dit souvent que l'échec est un feedback, et il a raison. Chaque échec porte un message. Peut-être devez-vous ajuster votre stratégie, changer de timing, affiner votre approche. Peut-être avez-vous besoin de parler à quelqu'un d'expérimenté, ou simplement de réessayer avec plus de clarté. Mais cela n'est possible que si vous acceptez que l'échec fait partie de l'évolution. Refuser l'échec, c'est refuser le progrès. Et voici un secret. Plus vous vous autorisez à faire des erreurs rapidement, plus vite, vous découvrez le chemin qui fonctionne. Bien sûr, personne n'aime faire des erreurs. Moi non plus, père. Mais aujourd'hui, après tant d'années à étudier des hommes et des femmes qui ont changé le monde, je peux affirmer, les plus réussis ne sont pas ceux qui ont évité l'erreur, mais ceux qui ont commis des erreurs consciemment, corrigé rapidement et continué sans se charger d'une culpabilité inutile. Car la culpabilité prolonge la peur. La responsabilité la dissipe. Faites-en une pratique. Chaque fois que vous faites une erreur, écrivez ce qui s'est passé, ce que vous avez appris, et quelle sera la prochaine étape. Cette simple séquence transforme l'émotion en stratégie. Et lorsque vous considérez l'échec comme faisant partie du chemin, et non comme sa fin, la peur d'essayer diminue drastiquement. Parce que vous ne dépendez plus de la réussite pour vous sentir capable. Vous apprenez de ce qui arrive. La peur ne résiste pas au mouvement. Et elle déteste la clarté. Lorsque vous avez un objectif clair, que vous vous parlez avec fermeté, que vous agissez avec constance, que vous vous entourez des bonnes personnes et que vous transformez l'échec en matière première de l'évolution, il n'y a pas de place pour qu'elle dirige votre vie. Elle peut frapper à la porte de temps en temps, mais vous saurez exactement quoi faire. Écouter, apprendre et continuer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est prêt à changer. Et je ne parle pas d'un changement superficiel, de ceux qui durent une semaine puis se perdent dans le rythme des vieilles habitudes. Je parle d'une transformation silencieuse, mais puissante, un changement d'attitude face à sa propre vie, une nouvelle façon de penser, d'agir et d'exister. Parce que maintenant vous savez que la peur, bien que réelle dans l'expérience, est fragile dans son essence. Elle ne domine que lorsque vous reculez. Elle ne grandit que lorsque vous vous arrêtez. Elle ne gagne que lorsque vous cédez. Aujourd'hui, vous avez appris qu'un objectif clair est plus fort que toute insécurité. Que les paroles que vous vous dites en silence façonnent le monde que vous construisez autour de vous. Que l'action planifiée, même par petits pas, déverrouille des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Qu'avoir à ses côtés des personnes engagées dans une croissance mutuelle est un antidote contre le doute. Et que l'échec, lorsqu'il est traité comme un outil d'apprentissage, cesse d'effrayer et commence à stimuler. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer ce texte et retourner à ce qui est familier, à la zone de confort déguisée en routine. Ou vous pouvez faire un petit pas dès aujourd'hui, en direction de votre avenir le plus audacieux. Je ne suis pas là pour vous motiver pendant quelques minutes. Je suis là pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous avez peut-être oublié. Vous êtes né avec la capacité de choisir, de décider du cours de votre vie, de construire votre propre échelle, même si le premier échelon semble invisible maintenant. Et c'est pourquoi je lance un appel à l'action très clair. Prenez tout ce que vous avez entendu ici et transformez-le en pratique. Écrivez votre objectif. Réécrivez votre dialogue intérieur. Faites un pas dès aujourd'hui. Invitez quelqu'un à marcher avec vous. Et lorsque vous ferez une erreur, car vous en ferez, arrêtez-vous, apprenez, ajustez et continuez. N'attendez pas que le courage apparaisse pour agir. Agissez avec légèreté et le courage viendra. Rappelez-vous, les maîtres ne sont pas ceux qui n'ont jamais ressenti de peur. Ce sont ceux qui ont décidé d'agir malgré elle. Devenez ce maître, pas demain, maintenant. Parce que la vie n'attend pas, mais elle récompense, et amplement,
ceux qui osent marcher même le cœur battant. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes éveillé. Vous êtes prêt. Allez-y. La peur ne sera plus jamais votre guide.